Bonjour et bienvenue dans les pages du milieu. Je suis encore et toujours, comme d'habitude, avec mon cher ami Julien. Bonjour Cyril et joyeux anniversaire aussi. Et joyeux anniversaire Julien. Ah oui, c'est vrai, on est né le même jour. J'avais presque oublié. Et d'ailleurs, on avait reçu un message d'une auditrice qui nous l'avait déjà souhaité il y a 2 semaines de cela en avance. Comment savait-elle ? De notre FAQ, on l'avait déjà annoncé. Ah. Voilà. Comme ça, vous savez, on enregistre aujourd'hui mardi 28 mars. Et donc, c'est aujourd'hui est le jour de notre 27e anniversaire. 27e anniversaire. Joyeux anniversaire les gars. Bonjour FX. Nous sommes donc avec aussi FX. Ça va bien FX? Ça va, très bien. C'est pas mon anniversaire, moi, malheureusement. Mais... Ah, bientôt. Quand on sera dans le 3e livre, on y sera. C'est vrai. Pour Minas Tirith. Bon voilà, nous espérons que vous allez tous bien. Nous, on va très bien. On vous rappelle qu'on a ouvert un Tipeee, comme d'habitude. Vous pouvez toujours aller le visiter. On remercie évidemment nos généreux tipeurs. Et aussi, n'oubliez pas de noter les épisodes quand vous les avez écoutés sur les différentes plateformes. Si vous y pensez, ça nous aide grandement. Alors, la semaine dernière, nous avions laissé nos 2 hobbits farceurs, j'ai nommé Merry et Pipin, s'engouffrer dans la forêt de Fangorn, tandis que derrière eux se déroulaient les derniers instants d'un affrontement à sens unique entre la troupe d'Uruk-hai et d'orques qui les avait enlevés et une certaine cavalerie du Rohan menée par un seigneur, et pas des moindres, appelé Éomer. Merry et Pipin avaient pu reprendre quelques forces en mangeant un peu de lambasse et... encore un peu de lambasse, et avaient donc décidé de se réfugier dans ces bois sombres et mystérieux. Aujourd'hui, nous allons traverser une forêt ancestrale, emplie d'une magie et d'une aura toute particulière et inquiétante. Nous allons aussi assister au réveil d'une force endormie, et peut-être même au départ en guerre d'une espèce qui, jusqu'ici, n'avait jamais décidé de prendre part au combat des hommes et des elfes. Mais qui et quoi va pouvoir changer un caractère, parfois enraciné bien profondément ? Nous allons le découvrir tout de suite. Chapitre 4 Sylvebarbe. Alors que l'affrontement entre Rohirrim et Orc touche à sa fin, les hobbits s'enfoncent dans la forêt de Fangorn à toute vitesse en suivant le cours d'eau qui la traverse tout en se dirigeant vers les montagnes. À mesure de leur progression, leur crainte des orques s'estompe et leur allure se ralentit. Il fait de plus en plus sombre, la cime des arbres ne laissant passer presque aucune lumière, et puis, l'air se fait rare, ils se sentent étouffés. Ils s'arrêtent pour boire avidement l'eau rafraîchissante de la rivière et restent un moment assis ensemble au bord de la rivière sur une souche d'arbre, à agiter dans le courant leurs pieds et leurs jambes endolories, tout en scrutant du regard les arbres qui se dressaient silencieux autour d'eux en rangs innombrables. Après quelques minutes, Pipin brise le lourd silence qui les entoure. « J'espère que tu ne nous as pas déjà perdus. On peut au moins suivre le cours de cette rivière, l'entaluve ou je ne sais quoi, et ressortir par où nous sommes venus. Oui, on le pourrait, pour autant que nos jambes veuillent bien nous porter, et si nous pouvions respirer convenablement. Oui, tout est très obscur et étouffant ici. Cela me rappelle par un certain côté la vieille salle dans la grande demeure des Touques, là-bas dans les terriers du bord de Touques, une immense demeure où le mobilier n'avait jamais été déplacé ni changé depuis des générations. On dit que le vieux Touques y vécut d'innombrables années, durant lesquelles lui et la pièce vieillirent. Laissant Pipin parler inlassablement sur ses ancêtres de la comté, Merry se souvient des descriptions de Bilbon sur la forêt noire. Celle dans laquelle il se trouve n'y ressemble en rien. Leur traversée s'annonce incertaine, inconfortable et risquée. Ils ne savent pas où ils sont, où ils vont, ils n'ont ni couverture ni manteau, et il ne leur reste comme provision que des fragments de lambas pour 5 jours. Alors que Pipin se tait enfin... Grand nettoyage de printemps, ils s'aperçoivent qu'une lueur jaune est apparue un peu plus loin. Des rayons de soleil semblent avoir soudain percé la voûte de la forêt. Ils s'en rapprochent. Le sol pour y arriver monte en pente raide et devient de plus en plus pierreux. Ils voient bientôt devant eux un mur de roc, le côté d'une colline ou la fin abrupte de quelques longues racines jetées par les lointaines montagnes. Aucun arbre n'y pousse, et le soleil tombe en plein sur la face de la pierre. Les ramis des arbres qui se trouvent au pied s'étendent raides et immobiles, comme tendus vers la chaleur. L'air est bien plus respirable ici, et ils s'y sentent tout de suite mieux. Sur la face du mur de pierre se trouve une sorte d'escalier, probablement naturel et façonné par l'usure du temps. Évoluant jusqu'à la cime des arbres, il est possible d'y monter et peut-être de se repérer au milieu de cette gigantesque forêt. Ils escaladent le rocher et arrivent au bord de la corniche. Prenant un grand bol d'air frais, ils réalisent qu'ils n'ont pénétré que de quelques kilomètres dans la forêt. « Ah, le vent tourne, Pipin. Il fait frais ici. » « Oui, mais je crains que ce ne soit qu'un rayon passager et que tout ne redevienne gris. Oh, quel dommage.
Cette vieille forêt semblait si différente au soleil. J'ai presque eu l'impression d'aimer cet endroit. Presque eu l'impression d'aimer la forêt? Voilà qui est bien bon de votre part, Boarum. Retournez-vous que je regarde un peu vos visages. J'ai presque l'impression que vous m'êtes tous les deux antipathiques. Mais pas de jugement hâtif. Retournez-vous. » Alors qu'une voix étrange venait de prononcer ces mots, une grande main noueuse se posa sur leurs épaules et les souleva du sol. Ils se trouvent alors regarder une figure des plus extraordinaires. Sa forme est semblable à celle d'un homme, presque d'un troll, d'au moins 4 mètres de haut, robuste, avec une haute tête et presque pas de cou. Il est difficile de discerner s'il est vêtu d'une matière ressemblant à une écorce vert et gris ou s'il s'agit de sa propre peau. En tout cas, les bras, à une certaine distance du tronc, ne sont pas ridés, mais recouverts d'une peau lisse et brune. Les grands pieds ont 7 doigts chacun. La partie inférieure de la longue figure est couverte d'une vaste barbe grise, broussailleuse et mousseuse à l'extrémité. Mais sur le moment, les hobbits ne remarquent que les yeux. Ces yeux profonds les examinent à présent. Pour Pipin, c'est comme si 2 puits de lumière remplis de siècles de souvenirs et d'une longue, lente et solide réflexion les observaient. Très curieux, assurément. Pas de jugement hâtif, c'est ma devise. Mais si je vous avais vu avant d'entendre vos jolies voix, je vous aurais simplement écrasé, vous prenant pour de petits orques, et j'aurais ensuite découvert mon erreur. Vous êtes très curieux, assurément. Racine et Rami, très curieux. Pipin, quoique étonné, ne ressent aucune crainte face à ses yeux remplis de curiosité. « Qui êtes-vous, je vous prie ? Vous êtes un arbre ?»« Je ne suis pas un arbre, je suis un ent. Selon certains, mon nom est Fangorn, d'autres disent Sylvebarbe. Sylvebarbe conviendra. Mais c'est moi qui pose les questions, vous êtes dans mon pays. Qui êtes-vous vous-même? Je me le demande, je ne vous situe pas. »« Nous sommes des hobbits, de la comté. »« Qui vous appelle hobbit? Cela ne me semble pas elfique. Les elfes ont créé tous les anciens mots. Ce sont eux qui ont commencé la chose. »« Oh, personne d'autre ne nous appelle hobbit. Nous nous nommons ainsi nous-mêmes. »« Allons, pas si vite. Vous ne devriez pas aller le raconter à n'importe qui. Vous allez révéler vos propres noms réels si vous ne faites pas attention. »« Oh, nous ne faisons pas attention à cela. En fait, je suis un Brandbook, Meriadoc Brandbook, encore que la plupart des gens m'appellent Mary. Et moi, je suis un Touk, Peregrine Touk, mais on me nomme généralement Pipin, ou même Pipe. » Vous êtes vraiment des gens irréfléchis. Votre confiance m'honore, mais vous ne devriez pas être trop franc tout de suite. Il y a Ent et Ent, vous savez, où il y a des Ents et des choses qui ressemblent aux Ents, mais qui n'en sont pas, pour ainsi dire. Je vous appellerai Mary et Pipin, s'il vous plaît, ce sont de jolis noms. Moi, je ne vais pas encore vous donner le mien, ce serait un peu long. Cela prend beaucoup de temps pour dire quelque chose en vieil entique. Et nous ne disons jamais rien, à moins que cela ne vaille la peine de prendre beaucoup de temps. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que faites-vous dans tout cela? Qu'est-ce que Gandalf peut bien avoir en tête? Que mijote Saruman? J'aime avoir des nouvelles, mais pas trop vite à présent. Il se passe beaucoup de choses, et même si nous essayons d'aller vite, ce serait long à raconter. Mais vous nous avez dit de ne pas être irréfléchis. Devrions-nous vous dire quoi que ce soit dès maintenant? Serait-il impertinent de vous demander ce que vous allez faire de nous et de quel côté vous êtes? Et avez-vous connu Gandalf? Oui, je le connais. Le seul magicien qui se soucie des arbres. Vous le connaissez? Oui, nous le connaissons. C'était un grand ami, et il était notre guide. Alors je peux répondre à votre question. Je ne suis d'aucun côté, car personne n'est du mien. Mais nos chemins peuvent peut-être coïncider pour un temps. Vous parlez de maître Gandalf comme s'il faisait partie d'une histoire terminée. Oui, l'histoire se poursuit, mais je crains que Gandalf n'en soit tombé. Sylvebarbe s'arrête, le regard longuement fixé sur les hobbits. Si vous le désiriez, nous vous en dirions davantage. Pourriez-vous d'abord nous reposer à terre? Asseyons-nous et bavardons au soleil tant qu'il y en a. Le soleil s'obscurcit, en effet, partons d'ici. Je vous amène dans ma demeure, au cœur de la forêt. C'est loin, parce que c'est... Voyez-vous, nous avons perdu tout ce que nous avions et... nous mourrons de faim.
Oh, vous n'avez pas à vous inquiéter de cela. Je peux vous donner une liqueur qui vous maintiendra vert et en état de croissance pour une longue durée. Et si nous décidions de nous séparer, je peux vous déposer hors de mon pays en n'importe quel lieu de votre choix. Allons-y, partons. » Tenant les hobbits avec douceur mais fermeté, chacun dans le creux d'un bras, Sylvebarbe leva d'abord un grand pied, puis l'autre, et descend de marche en marche la corniche pour finir par atteindre le sol de la forêt. Il part aussitôt chargé de ses 2 nouveaux compagnons et s'enfonce dans la forêt. Durant tout le temps qu'il marche, il se parle à lui-même en une longue coulée de sons harmonieux. Nombreux arbres semblent endormis, mais d'autres frémissent au passage de Sylvebarbe. Hormis les bruits de pas du géant de bois et de ses marmonnements, tout est calme autour d'eux. « Puis-je vous demander quelque chose, Sylvebarbe, je vous prie ? Pourquoi Celeborn nous a-t-il mis en garde contre votre forêt ? » Wow. Les gens ont eu des malheurs par ici. Oui, des malheurs. Les arbres et les ents. Je ne comprends pas moi-même tout ce qui se passe, je ne puis donc vous l'expliquer. Certains d'entre nous sont encore de véritables ents et assez animés à notre manière, mais beaucoup deviennent somnolents. Ils deviennent arbresques, si vous voyez ce que je veux dire. La plupart des arbres sont simplement des arbres, bien sûr, mais bon nombre sont à demi éveillés. Certains le sont bien et d'autres sont, ils deviennent entesques. Cela se poursuit continuellement. Quand cela arrive à un arbre, on s'aperçoit que certains ont d'un mauvais cœur. Cela n'a rien à voir avec leur bois. Certains sont entièrement creux. En vérité, ils tombent presque en morceaux. Mais ils sont aussi tranquilles qu'une jeune feuille et leur langage est doux. Et puis il y a des arbres dans les vallées sous les montagnes qui ont une santé de fer et qui sont mauvais de bout en bout. Ce genre de choses semble s'étendre. Il existait autrefois des parties très dangereuses dans ce pays. Il y a encore des morceaux très noirs. Comme la vieille forêt dans le nord, vous voulez dire ? Oui, quelque chose dans ce genre-là, mais bien pire. Je ne doute pas qu'il n'y ait quelque ombre des grandes ténèbres qui restent encore là-bas dans le nord, et on transmet de mauvais souvenirs. Mais il y a des combes creuses dans ce pays, d'où l'obscurité n'a jamais été enlevée, et les arbres sont plus vieux que moi. Nous faisons cependant ce que nous pouvons. Nous repoussons les étrangers et les imprudents, nous formons et nous enseignons, nous marchons et nous désherbons. Nous sommes des gardiens d'arbres, nous autres vieux ents. Désormais, nous sommes peu nombreux. Certains des miens ressemblent encore absolument à des arbres. À présent, il leur faut quelque chose de considérable pour sortir de leur torpeur, et ils ne parlent que par murmures. Mais certains de mes arbres ont les membres souples, et ils sont nombreux à pouvoir me parler. Ce sont les elfes qui ont commencé en éveillant les arbres, en leur enseignant à parler et en apprenant leurs propos d'arbres. Ils voulaient toujours parler à tous, les anciens elfes. Mais alors vinrent les grandes ténèbres, et ils partirent au-delà de la mer ou s'enfuirent dans des vallées lointaines, où ils se cachèrent et firent des chansons sur des jours qui ne reviendraient jamais. Il n'y avait qu'une seule forêt jadis d'ici, aux montagnes de Lune, et ceci n'était que l'extrémité est. C'étaient alors les grands jours. Il fut un temps où je marchais et chantais tout le jour sans rien entendre que l'écho de ma propre voix au creux des collines. Les bois ressemblaient à ceux de l'Othlorien, mais en plus épais, en plus fort et en plus jeune. Et la senteur de l'air... Je passais une semaine entière rien qu'à respirer. Sylvebarbe se tait, marchant à grands pas, mais sans guère produire de son avec ses grands pieds. Puis, il recommença à fredonner. Braum. Dans les saucés de Tazarinan, je me promenais dans la douceur du printemps. Braum, la vue, la senteur du printemps. Un Tazarion, je disais, c'était bon. J'irai l'été dans les ormées d'Ossirian, à la lumière et la musique d'été. Aux rives d'Ossir, je pensais, c'était mieux. Au grève d'Eldorad, je vins en automne. Alors et le rouge et le soupir des feuilles,
Eldor. Cela surpassait mon désir jusqu'au pain. Des hautes terres de Tornion je vins. En hiver à le vent et la blancheur et les branches noires de l'hiver sur l'Oronaton. Ma voix s'élevait dans le ciel. Et maintenant toutes ces terres gisent sous les flots. Et je marche en Fangorn où les racines sont longues, où les années font une couche plus épaisse que les feuilles. En Torre et Mornal, oh mais je marche. Il arrête là sa chanson et poursuit son chemin à grands pas, et dans toute la forêt, aussi loin que porte l'oreille, ne s'élève pas un son. Eh bien voilà la première rencontre avec notre ami Sylvebarbe. Alors beaucoup de choses qui sont dites dans ce chapitre, parce que je voulais un peu parler de la forêt de Fangorn, mais c'est vrai que là, Sylvebarbe, on explique une grande partie. Finalement, on ne sait pas grand-chose de cette forêt, c'est assez mystérieux, mais ce qu'on sait, et ce que tu viens de dire, Julien, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, c'est le reste d'une forêt qui était absolument gigantesque à l'origine des temps, qui recouvrait même le Beleriand, donc à l'ouest des Terres du Milieu. Donc c'était vraiment, vraiment énorme. Je crois que, je ne sais pas s'il le dit dans ce chapitre-là, mais il y a une phrase de Sylvebarbe qui dit que un écureuil pouvait aller d'un extrémité à l'autre de la terre, d'arbre en arbre. Mhm. Donc vraiment que Il y avait un arbre de bout en bout, quoi. Voilà, c'est ça. C'était une forêt de bout en bout qui a commencé à décrépir, en tout cas avec l'arrivée des hommes, évidemment, qui ont défriché, et puis les guerres du Beleriand, et puis tous les elfes. Enfin voilà, c'est normal, il y a eu de la vie, on défriche. Mais à l'origine, c'était une énorme forêt et il ne reste plus que ça, quoi. Et donc, effectivement, on peut faire le lien avec la forêt que les hobbits ont visitée plus tôt dans le livre, la forêt avec le vieux chêne, là où ils rencontrent Tom Bombadil, qui devait à l'origine être une seule et même forêt, en fait. Oui, bien sûr. On en avait déjà parlé dans ces épisodes-là, on avait énoncé la chose. Ouais. Et puis on a toujours la forêt noire aussi. Mais alors, la forêt noire, j'ai un doute. Qui est, elle, peuplée de créatures plutôt sombres, vu qu'il y a Dol Guldur qui s'y trouve. J'ai un doute qu'elle en fasse partie, parce qu'il est dit que la forêt de Fangorn recouvrait tous les Riador, mais les Riador est à l'ouest de la forêt noire, et là, Sylvebarbe vient de dire, il dit dans ce chapitre-ci que là où il se trouve, c'était l'extrémité est de la forêt, jadis. Donc je pense qu'elle s'arrêtait là. Et je pense que la forêt noire, qui est donc encore à l'est, elle était une autre forêt. Oui, c'est possible. Par contre, il a dit que ça ressemblait fort à la Lothlorien. Est-ce que c'était lié à la Lothlorien, du coup ? Sûrement, hein. À mon la Lothlorien avis, qui est un peu plus haut, c'est ça ? Oui, c'est ça, qui est au nord. Donc, à mon avis, elle devait s'arrêter au niveau de la chaîne de montagne, quoi. C'est le moment de sortir vos cartes et de regarder en même temps que nous pour ne pas vous perdre. En fait, j'en suis même sûr, elle s'arrêtait avant l'Anduin. Exactement. L'Anduin fait probablement la départ. Et je viens de m'en souvenir, j'ai lu quelque chose qui disait qu'elle s'arrêtait à l'Anduin. Voilà. Donc c'était tout le Beleriand, les Riador, elle s'arrêtait à l'Anduin, et donc la forêt noire qui est encore à l'est de l'Anduin, elle, c'était une autre forêt. Ça n'a jamais été la même. Voilà. Mais donc intéressant aussi à noter que c'est quelque chose que j'avais complètement oublié et que j'ai réappris en relisant ce chapitre, c'est que Fangorn, c'est le nom de Sylvebarbe, en fait. C'est son nom... C'est son nom... pas Elf c'est Sylvebarbe, mais c'est... C'est le nom... Ou alors c'est le nom Elf, Fangorn, justement, et Sylvebarbe, c'est un nom plus commun. Sylvebarbe, ce serait le nom Sylvebarbe, c'est le nom commun. Ouais. En commune, donc oui. Et Fangorn, c'est le nom elfique. Ouais, c'est ça, Fangorn, le nom d'Ent, l'appellation Ent, c'est comme ça que les ont appelés le peuple du Rohan. Ok. Eux ne s'appellent pas en tant que tel, en tant que Ent. Okay. Et ils ont des noms particulièrement longs. Oui. Qui, en fait, le nom d'un Ent est censé raconter toute sa vie. Donc c'est le simple fait de se présenter, comme on peut le voir dans les films, c'est pas juste une blague, le fait que ça prend énormément de temps. C'est comme si pour se présenter ou se saluer, il devait dénouer et délier toute l'histoire de la personne devant eux pour pouvoir la saluer. C'est incroyable. Ce qui prend énormément de temps. Et du coup, ils ont été créés par Ilúvatar, mais à la suggestion de Yavanna, donc les Ents.
Et du coup, parce qu'on parlait, je suppose, des elfes qui ont parlé ont parlé donc aux arbres pour les réveiller. Je suppose que c'est aux arbres et pas aux Ents, quoi. Parce que les Ents ont bel et bien été créés par Yavanna, ça j'avais. C'est quelque chose que je savais. Et normalement, d'ailleurs, je pense que les trolls devraient être. C'est drôle ça. La corruption des Ents, comme les orques l'ont été dans certaines ébauches, la corruption des elfes, on avait déjà entendu ça. Mais les Ents, en fait, ont été créés du coup par Yavanna, mais ils ne parlaient pas, et c'est les elfes qui leur ont appris à parler, tout simplement. Potentiellement... c'est comme ça que je le comprenais, en tout cas. En tout cas, Yavanna était la créatrice des choses qui poussent, et elle était attristée de voir ses enfants ne pouvant pas se défendre contre les autres peuples de la Terre du Milieu. Donc je pense qu'en tout cas, oui, elle a voulu, donc elle a créé les arbres, et elle a voulu qu'ils puissent se défendre, et donc elle a fait cette proposition à Ilúvatar qui l'a donc créé, à la différence des nains qui avaient été faits en cachette par le Valar, responsable de la création des nains, je ne sais plus. C'était laquelle ? C'est Olé ? J'aurais pu dire, faudrait qu'on regarde. Je pense que c'est Olé, mais dans les 16... j'ai pas encore, moi, les 16... les 16 Valar et leur Ah oui, mais d'accord, j'avais oublié que c'était... Ouais. Oui. Okay, donc voilà, et donc, oui, du coup, à savoir, est-ce que les elfes ont parlé aux arbres ou aux Ents pour leur apprendre à parler ? Ça, je ne saurais pas dire. Mais à mon avis, aux arbres. Ouais. Du coup, peut-être sûrement plutôt aux arbres, ouais. Ou en tout cas, ils ont appris leur langue. Ils ont appris leur langue aux Ents pour pouvoir communiquer avec eux. À mon avis, les Ents avaient leur langage à eux, ça. Et puis les elfes leur ont appris à parler leur langue. D'ailleurs, les Ents sont particulièrement friands de la langue Quenya. Ils adorent cette langue. Ouais. Ils aiment bien. Et aussi, à noter que Sylvebarbe est aussi donc une des créatures les plus vieilles de la Terre du Milieu, bien avant le Premier Âge. Il a existé au tout début de la Terre. Il a rencontré les premiers elfes qui étaient nés et qui étaient en pleine migration. Ah oui, ok. Ouais. Il était là bien avant tout, quoi. Avant l'âge des astres solaires et lunaires. Ouais. C'est ça que Pipin est fasciné par les yeux de Sylvebarbe, parce que il voit vraiment, la description est plus longue dans le livre que ce que j'ai gardé, mais il a vraiment l'impression de voir dans les yeux de Sylvebarbe toute la vie qu'il a menée et qui remonte à des temps immémoriaux dont il ne connaît rien. Donc c'est assez fascinant. Ça reste fascinant de tomber sur un personnage aussi hypnotisant. Et il est dit que Sylvebarbe connaît toutes les créatures de la Terre du Milieu, mais pourtant il ne connaît pas les hobbits. Et ça peut s'expliquer assez facilement. C'est que les hobbits, déjà, à l'origine, on l'avait expliqué dans le prologue, mais un petit rappel fait pas de mal. On n'a pas beaucoup de traces des hobbits avant le 3e âge, et les premières mentions des hobbits sont faites à partir de 1050 du 3e âge, quand ils arrivent à Brie, quand ils effectuent une migration, parce qu'ils vivaient en fait au nord de l'Anduin, aux sources de l'Anduin, à l'est des monts Brumeux, et ils vont traverser les monts Brumeux, et ils vont aller rejoindre Deriador, et donc Brie, etc. Et c'est là qu'on a les premières mentions historiques d'eux. Mais donc, ils n'ont pas connu fatalement la forêt, quand elle était très grande et qu'elle couvrait le Beleriand, etc. Donc il n'en a probablement jamais croisé au moment où la forêt était énorme, puisque les hobbits sont arrivés très tardivement, quand la forêt était déjà toute petite et isolée. Les hobbits, oui, sont en effet une race assez récente au final, même si on sait qu'ils existaient un peu en 1050, en habitant un petit peu à droite des montagnes de brume. C'est assez flou, qu'ils venaient de là, mais bon, là on est encore moins dans des sociétés organisées, on est encore plus dans des espèces de petites tribus, je pense, qui ne vivaient pas avec des trous et des maisons comme ils l'ont maintenant. Non, c'est ça. Pas confondre la dépiction tout à fait inventée d'une autre adaptation assez récente. Ah, oui. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant 1050, à part qu'il y avait déjà les... On sait un petit peu, de par le prologue dans le premier livre. On sait que si, avant, il y avait donc 3 peuples, les pieds velus, les pâles et les forts, et on sait qu'il y en avait certains de ces peuples-là qui vivaient plus près de l'eau, et d'autres qui vivaient dans des trous, mais littéralement dans des trous, même pas comme dans le film, c'était dans des trous dans le sol, et c'était pas dans des collines. Donc, et puis il y en a qui ont commencé à construire des maisons, etc., eux qui ne vivaient pas du tout dans des trous. Mais donc on a quelques idées, mais on ne sait pas à partir de quel moment ils sont apparus. En me réinformant par rapport à ça, parce qu'on n'a pas les informations dans le livre, mais en fait, Tolkien a dit plus tard qu'effectivement les hobbits étaient une race apparentée aux hommes, plutôt qu'à toute autre race. En fait, c'était simplement une branche des hommes qui avait évolué pour être plus petite. Ce n'était pas une race à part des hommes. C'est vraiment une race qui est affiliée aux hommes.
Mais on ne sait pas, ils étaient à mon avis assez discrets. Oui, clairement. Et donc, L'un de leurs plus gros traits. Mais pour revenir à ce que je disais par rapport à ça, ça veut dire qu'on peut très bien s'imaginer qu'avant qu'ils arrivent en 1050 et quand ils étaient à l'est des montagnes de brume, voilà, il y a peut-être 1000 ans d'histoire, très discret avant, dans des petits trous là-bas à droite. Et en plus de ça, je voulais appuyer ça en disant que oui, les hommes du Rohan, les hommes de Minas Tirith, etc., connaissent les légendes un peu sur les hobbits, mais globalement, les hobbits restent très très méconnus, quoi. Je sais plus, je crois qu'il y a pour moi beaucoup de personnages qui découvrent les hobbits pour la première fois en disant mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Parce qu'ils se baladent pas dans le monde, ils sont restés dans leur comté. Il n'y a que Théoden, et Homer en parle, hein, il dit les légendes deviennent vraies, parce que lui on a entendu parler, mais il a vraiment entendu parler de quelque chose pas loin, mais je sais qu'il y a pas mal de personnages qui ne connaissent pas ça du tout, quoi. Donc pour moi c'est pas étonnant que Sylvebar fasse ou c'est quoi ça. Et d'ailleurs les confond pour des orques pendant un temps. Ça s'explique aussi par le fait que en fait Sylvebarbe a appris toutes les différentes races d'animaux et d'humains qui vivent sur Terre, parce que les elfes leur ont vraiment appris une liste sous forme de chansons pour qu'ils puissent se souvenir de chaque type d'être, et du coup c'est pour ça qu'il dit vous n'êtes pas sur ma liste. C'est pas une façon de parler, c'est parce que vraiment en fait il a une petite chanson qui lui permet de savoir et d'identifier si vous êtes un écureuil, vous grimpez aux arbres, vous avez une queue rousse, si vous êtes un homme, vous êtes grand, etc. Si vous êtes un elfe, vous êtes ça, et par contre les hobbits, vous êtes quoi vous? Et t'as Pipin qui dit vous pouvez rajouter un petit vers pour nous, vous dites les hobbits qui sortent des trous et qui y vivent, et il dit c'est très bien, je vais l'intercaler dans ma chanson. Trop mignon. C'est chouette. Trop mignon. Le jour baisse et le crépuscule s'enroule autour des fûts des arbres. Les hobbits voient s'élever devant eux un pays sombre et escarpé. Ils sont arrivés au pied des montagnes et aux racines vertes du haut Métédras. Au flanc de la colline, l'Antaluve s'élance tumultueuse. À droite du cours d'eau s'élève une longue pente couverte d'herbe, à présent grise dans la pénombre. Aucun arbre n'y pousse, et elle donne sur le ciel. Là-haut, des étoiles scintillent déjà. Sylvebarbe gravit la pente à grandes enjambées, sans guère ralentir le pas. Soudain, les hobbits voient se dessiner devant eux une large ouverture. 2 grands arbres se tenant à cet endroit s'ouvrent en surélevant leurs branches, et toutes leurs feuilles frémissent et bruissent. Derrière ce portail d'arbres se trouve un vaste espace plat, tel le plancher d'une grande salle creusée à même la colline. Les murs de chaque côté s'élèvent graduellement jusqu'à une hauteur de 50 pieds au plus, et le long de chaque mur se dresse une rangée d'arbres qui, eux aussi, gagnent en majesté à mesure que l'Ent avance. Tout au fond, la paroi rocheuse est à pic, mais sa base a été évidée en une sorte d'alcôve peu profonde. C'est la seule toiture de la salle, hormis les branches des arbres qui, vers la partie arrière, ombragent tout l'espace, laissant une large allée découverte au milieu. Un petit ruisseau s'échappe des sources d'en haut et, s'écartant du grand cours d'eau, coule sur la face abrupte du rocher avec un doux tintement. Ces gouttes argentées tombent devant l'alcôve en un fin rideau. L'eau est récupérée dans une vasque de pierre creusée dans le sol entre les arbres, puis elle s'en déverse et ruisselle en bordure de l'allée pour aller rejoindre l'Antaluve dans son voyage à travers la forêt. Sylvebarbe annonce qu'ils sont arrivés. Il explique qu'il les a portés sur environ 70 000 foulées d'Ent. Il ignore ce que cela représente pour les hobbits, et il annonce qu'ils logeront à cet endroit pour la nuit. Il les dépose sur l'herbe entre les rangées d'arbres et les hobbits le suivent vers la grande arche. Il remarque alors que ses genoux se plient à peine tandis qu'il marche, mais que ses jambes s'ouvrent en longues foulées. Ses grands orteils se plantent dans le sol avant toute autre partie de son pied. Sylvebarbe se tient un moment sous la pluie de la chute, respirant profondément, puis il se met à rire et passe à l'intérieur. Là, il y a une grande table de pierre, mais pas de chaise. À l'intérieur de l'alcôve, il fait très sombre. Sylvebarbe prend alors 2 grands vaisseaux et les dépose sur la table. Ils semblent remplis d'eau, mais lorsqu'il place ses mains au-dessus, ils se mettent aussitôt à luire. Le premier est d'un éclat doré, l'autre d'une riche lueur verte. Le mélange de lumière éclaire l'alcôve, comme un soleil d'été à travers une voûte de jeunes feuilles. Les hobbits remarquent alors que les arbres de la cour ont aussi commencé à luire. Faiblement au début, mais avec une ardeur croissante, jusqu'à ce que chaque feuille soit bordée de lumière, verte pour certaines, dorée pour d'autres, ou encore d'un rouge cuivré, tandis que leurs fûts ressemblent à des colonnes sculptées dans du roc lumineux. Une nouvelle fois, ces héros qui arrivent dans un endroit qui est considéré comme
chaleureux et magnifique. Et tu faisais déjà les références la dernière fois. À chaque fois, il y a ces notions de lumière, de chaleur qui sont données par Tolkien. C'est toujours par là qu'il va donner cette impression de coziness. Oui, je voulais dire, comment on dit, un endroit qui est confortable. Chaleureux. Chaleureux, ouais, c'est ça. Il va donner ce côté chaleureux à ces descriptions. C'est important de les multiplier, ces descriptions d'endroits chaleureux, surtout vu les endroits que vont traverser nos héros par la suite, parce qu'on commence à approcher des... Surtout pour Frodon et Sam, qui eux vont vraiment avoir le chemin le plus ténébreux. Quand ils vont se retrouver dans l'antre d'Arachne et puis au Mordor, ils vont avoir très froid et ils vont pas voir grand-chose. Ouais. Non, c'est sûr. Donc ça va leur manquer, ça. Ce n'est jamais que des petites lueurs d'espoir dans les trajets de froid et compliqués qu'ils ont pu faire avec... eux, notamment avec la compagnie d'Orc et de Rocaille. Ouais, c'est clair. Le constat est grand. Mais en tout cas, on peut noter un certain talent de Tolkien pour ses descriptions que je trouve toujours assez précises et envoûtantes. Moi, j'aime bien. Alors, Sylvebarbe, supposant que les hobbits doivent avoir soif, se rend au fond de l'alcôve où il découvre l'un des nombreux récipients au lourd couvercle. Il y plonge une énorme louche, puis il remplit 3 bols, dont un très grand et 2 autres plus petits. « Ceci est une maison d'Ent, dit-il. Il n'y a pas de siège, hélas, mais vous pouvez vous asseoir sur la table. » Il soulève alors les hobbits et les installe sur la grande dalle de pierre, à 6 pieds au-dessus du sol. Ils s'y assoient, balançant leurs jambes dans le vide et sirotant leur boisson. Ils ont l'air toujours très contents d'être où ils sont. Hein. C'est quand même fou. Ils viennent d'échapper à la mort. Ils rencontrent une créature comme ça, absolument majestueuse qu'ils n'ont jamais vue. Elle les emmène chez lui et ils sont là en train de siroter un petit cocktail. Petite liqueur. Bah écoute, il leur reste un peu de lambasse écrasée dans la poche. Ils ont à boire. Que demander de plus? La boisson ressemble à de l'eau. Pourtant, elle a un parfum ou une saveur qu'ils ne parviennent pas à définir, très subtile, mais qui leur rappelle l'odeur d'un bois lointain porté par une fraîche brise nocturne. L'effet du breuvage commence aux orteils et monte rapidement dans chaque membre, redonnant fraîcheur et vitalité dans sa course vers le haut. Les hobbits sentent d'ailleurs leur chevelure se dresser sur leur tête et se mettre à onduler, à friser et à pousser. Dans le coin droit de l'alcôve se trouve un grand lit, assez bas sur pied, couvert d'une épaisse couche de fougères et d'herbes sèches, mais qui ne doit pas faire plus de 2 pieds de haut. Sylvebarbe s'y allonge lentement jusqu'à être complètement étendu, les bras derrière la tête, de manière à regarder le plafond où la lumière danse comme le soleil jouant sur les feuilles. Merry et Pipin s'asseyent auprès de lui sur des coussins d'herbe. Sylvebarbe leur demande de lui raconter leur histoire et surtout de prendre leur temps. Les hobbits commencent alors à lui faire le récit de leur aventure depuis le départ de Hobbitown, mais ils ne font pas la moindre allusion à l'anneau, et ils ne lui disent jamais pour quelle raison ils sont partis. Tiens, ils sont plus intelligents que ce qu'on pourrait croire. Hein. Oui, ou alors ils oublient tout simplement d'en parler. C'est ça. Les connaissances, ce serait probable. Peut-être. Bah, ils ont quand même eu la... Attends, c'est pas déjà dans la compagnie, quand ils sont avec les Uruk-hai qui disent de... Enfin, je sais pas si c'est dans le livre ou peut-être dans les films. Tout à fait. On avait oublié d'en parler plus précisément, mais dans le chapitre précédent, je sais pas si vous vous souvenez, mais t'as Pipin qui, face à Grishnak, pour lui évoquer l'anneau, commence à imiter Gollum. Oui. C'est vrai qu'on s'est pas arrêté dessus tellement ça nous paraissait évident, mais c'est quand même très malin de sa part. Oui, très malin. Et c'est surtout très farceur. Je trouve ça incroyable qu'il ose face à un orc, le regarder droit dans les yeux et faire Gollum. Mon frère, tu vois ce que je veux dire. C'est qu'il a un peu joué, enfin sans le savoir, il a un peu joué à pile ou face parce que qui te dit que Gollum était connu de tous les orques et en fait visiblement Gollum est vraiment une légende au sein du Mordor. Enfin, je sais pas si il est connu en tout cas. Je sais pas si Grishnak serait considéré comme un espèce de capitaine qui peut-être a plus de connaissances que d'autres, mais en tout cas il a bien reconnu. Gollum a été capturé, a été amené auprès de Sauron plusieurs et donc fois, certainement que tout le monde, tous les orques ont su qu'ils avaient capturé quelqu'un qui avait possédé l'anneau et qu'il avait été relâché et puis il s'est longtemps baladé en Mordor. Il a pas mal il a ses passe-droits il a ses passe-droits exactement. Il va amener de la nourriture à Arachne et Sauron sait où il est plus ou moins. Il le tolère en fait sur cette terre. Clairement. Mais surtout qu'il ne faut pas sous-estimer la mémoire des orques et leur connaissance en tout cas, puisque même je l'avais aussi expliqué dans la FAQ, mais l'épée de Gandalf Glamdring, qui est donc l'épée de une feu épée qui vient de Gondolin et qui a massacré des centaines d'orques, était encore aujourd'hui 2000 ans plus tard. Ou en tout cas des milliers d'années plus tard. 6000 ans plus tard. Ouais, vraiment très longtemps après, appelé par les orques de la Moria, la batteuse d'orques, rien qu'à sa vue. Donc ils ont vraiment une connaissance parfois
étonnante de leur histoire, de ce qui s'est passé, quoi. Donc il y a une culture qui se transmet, malgré tout. Et par contre, on reparlait de ça, mais là, ce qui vient de se passer, là, on parlait du fait qu'ils oubliaient potentiellement de le dire. De mentionner l'anneau. De mentionner l'anneau, mais je pense que c'est dans les films, du coup, quand ils font « ne dis pas que nous n'avons pas l'anneau », à la minute où ils se rendent compte que nous n'avons pas l'anneau, nous sommes morts. Donc je sais pas s'il y a une phrase qui y ressemble, vu qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de phrases des films qui sont reprises, ou si c'est juste un truc des films. Il n'y en avait pas dans le chapitre, mais il y avait un peu de ça. En tout cas, ils jouaient avec le fait qu'il fallait faire croire qu'ils avaient l'anneau, sachant très bien qu'ils ne l'avaient pas, pour être protégés et en même temps arriver à se faire sortir du groupe pour se retrouver tout seul avec lui et arriver à prendre la fuite. Mais je crois que il voulait justement jouer là-dessus sur est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a pas, est-ce que tu veux vérifier, délivre-nous et tu verras peut-être. Ou alors c'était dans ma partie, mais moi je suis quasi sûr d'avoir lu un moment où ils disent ok, ils croient les orques croient qu'on a l'anneau et donc il faut alors que enfin voilà, il faut pas le dire parce que sinon on met Frodo en danger et que là ça les arrangeait bien que au final ils espéraient qu'Aragorn et tout viennent les sauver, mais ça les arrangeait bien que ça aille de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, malin, nos petits hobbits. Mais oui, donc toujours est-il qu'il n'explique pas à Sylvebarbe les raisons pour lesquelles ils sont partis, ni d'ailleurs où ils vont. Et Sylvebarbe ne demande pas à savoir. Tout l'intéresse au plus haut point. Et les cavaliers noirs, Elrond et Foncombes, la vieille forêt, Tom Bombadil, les mines de Moria, la Lothlorienne et Galadriel. Ils ont décrit la comté et ses terres plus d'une fois. Il y a alors une curieuse remarque. Vous ne voyez jamais d'Ent par là-bas, à tout hasard? Enfin, pas des Ents femmes, devrais-je dire, en réalité. Des Ents femmes, dit Pipin. Est-ce qu'elles vous ressemblent un tant soit peu? Oui, enfin, non, je ne sais plus très bien, dit Sylvebarbe d'un air pensif. Votre pays leur plairait, alors je me demandais, voilà tout. Sylvebarbe semble particulièrement intéressé par tout ce qui concerne Gandalf aussi, et encore plus par les faits et gestes de Saruman. Il est content d'apprendre tout cela et en conclut qu'il doit se passer quelque chose de considérable en Terre du Milieu. Après tout, il vient de découvrir un petit peuple dont il n'avait jamais entendu parler, et les 9 cavaliers oubliés sont réapparus pour les prendre en chasse, et Gandalf lui-même les emmène dans un long voyage. Sans oublier que Galadriel les a hébergés et que les orques les poursuivent à travers toute la contrée sauvage. Sylvebarbe en conclut qu'il espère que ces 2 petits hobbits passeront au travers de toutes ces épreuves. « Et vous-même alors ?» demande Merry. Sylvebarbe explique qu'il ne s'est jamais soucié des grandes guerres et que celles-ci concernent surtout les elfes et les hommes. Car personne n'est véritablement de mon côté, je suis véritablement du côté de personne, si vous voyez ce que je veux dire. Personne ne se soucie des bois comme je m'en soucie, pas même les elfes de nos jours. Il ajoute à cela qu'il avait plus d'affection pour les elfes que pour les autres. Après tout, c'était eux qui les avaient sortis de leur mutisme, il y a fort longtemps, et c'est un don immense que Sylvebarbe ne peut oublier. Donc voilà, ici il confirme quand même que c'est les elfes qui l'ont donné au moins cette capacité précise du langage. Je relisais juste avant, quand on parlait de ça, que l'Entic existait malgré tout, qui était juste une langue très longue, etc., mais que les elfes leur avaient appris l'elfique. Okay. Donc je pense qu'il y a... À mon avis, ils pouvaient communiquer entre eux et entre arbres. C'est peut-être encore des contradictions. Mais pas avec les autres. Peut-être aussi. De Tolkien aussi, là derrière. Peut-être qu'il a revenu là-dessus par la suite en expliquant plus profondément l'histoire des Ents. En tout cas, toujours est-il que là, dans ce chapitre, Sylvebarbe parle de mutisme. Ouais, mais est-ce que ce serait pas un mutisme par rapport aux autres espèces? Enfin, soit. On peut essayer de faire des liens comme ça, ouais. Parce qu'il était mis dans ce qu'on avait lu, le petit... ce que j'ai rapidement lu au niveau du wiki, qu'ils avaient quand même la langue eltique qui, je suppose, existait avant, quoi. Mais pour essayer de rendre cohérent tout ça, je pense que c'est plus logique à penser, quoi. Ouais. À mon avis, l'Entic, ça peut aussi être juste une langue qui se parle entre lui et les arbres, quoi. Comme des informations qui passent. Oui, c'est ça. Comme pour des champignons, en fait, qui arrivent à... Comme du mycélium, tu vois, qui peut arriver à répandre son information. Non, mais ça me pose la question, est-ce que c'est une langue qui peut se traduire, tu vois? Et donc, si c'est vraiment impossible de traduire cette langue des arbres, alors on peut dire qu'ils étaient muets par rapport à tous les autres, quoi. Enfin bon, soit. Ils n'ont pas les théories. On fera un épisode spécial sur la langue Entic. On pourrait faire un épisode où on parle en Entic. Un épisode de 18 heures. Mais les gens vont penser que c'est Spotify qui déconne. On a essayé, en fait. Vous n'avez pas compris. C'est ça. Désolé. Mais il est des créatures du côté Sylvebarbe n'est véritablement pas. Les orques et leurs maîtres en particulier. Je m'inquiétais autrefois de l'ombre qui planait sur la forêt noire,
Mais quand elle a fui au Mordor, j'ai arrêté un temps de m'en soucier. Le Mordor est bien loin d'ici, mais il semble qu'un vent d'Est s'installe, et peut-être tous les bois viendront-ils bientôt à se faner. Il n'est rien qui puisse faire un vieil Ent pour repousser cette tempête. Il doit résister ou craquer. Mais là, Saruman est un voisin et je ne peux l'ignorer. Je dois faire quelque chose, j'imagine. Je me suis souvent demandé ces derniers temps que faire de Saruman. Pippin lui demande alors qu'est-ce qu'il en est. Sait-il quelque chose de son histoire ? Saruman est un magicien, répond Sylvebarbe. Je ne saurais vous en dire davantage. Je ne connais pas l'histoire des magiciens. Ils sont apparus après l'arrivée des grands navires ayant traversé la mer, mais je n'ai jamais pu vérifier s'ils sont venus sur les navires. Saruman était compté parmi les grands de cet ordre, il me semble. Il a cessé de parcourir les terres et de s'occuper des affaires des hommes et des elfes il y a quelque temps de cela. Vous diriez que c'était il y a très longtemps. Il s'est installé à Isengard. Il fut choisi pour diriger le Conseil Blanc, mais ça n'a pas trop bien marché. Je me demande à présent si, même alors, Saruman n'était pas en train de se tourner vers le mal. En tout cas, à cette époque, il n'embêtait pas ses voisins. J'avais coutume de lui parler. Il fut un temps où il se promenait souvent dans mes bois. Il était poli alors, demandant toujours ma permission. Il était toujours avide d'écouter. Je lui dis bien des choses qu'il n'aurait jamais découvertes par lui-même, mais il ne me rendit jamais l'appareil. Je n'ai pas souvenir qu'il ne m'ait jamais confié quoi que ce soit. Il devenait toujours plus fermé. Son visage, comme je m'en rappelle il y a maintes et maintes journées que je ne l'ai vu, devint comme un mur de pierre troué de 2 fenêtres, des fenêtres à volets fermées de l'intérieur. Sylvebarbe continue son raisonnement. Il pense qu'il commence à comprendre ce que Saruman fabrique. Il a l'impression qu'il veut devenir une puissance, qu'il ne se soucie plus de ce qui pousse, que c'est devenu un traître infâme et noir, selon ses mots. Il s'est lié avec des êtres ignobles, avec des orques, et pire encore, il leur a fait subir quelque chose de dangereux, car ces soldats d'Isengard ressemblent davantage à des hommes mauvais. Les orques ne peuvent pas endurer le soleil d'habitude, mais eux le peuvent, même s'ils le détestent. Serait-ce des hommes qu'il a modifiés, ou a-t-il mélangé la race des orques à celle des hommes ? Depuis quelque temps, les orques se sont mis à oser traverser la forêt de Fangorn. Saruman en est responsable. Durant des années, il avait fouillé les coins et recoins et y avait découvert tous les secrets. Les orques abattaient maintenant des arbres près des frontières, de bons arbres. Parfois, ils les coupaient et les laissaient pourrir sur place, simple méchanceté d'orques. La plupart étaient tronçonnés et emportés pour alimenter le feu d'Orthanc, la tour d'Isengard. Un panaché de fumée s'élevait toujours au-dessus, d'ailleurs, d'Isengard, de nos jours. Nombre de ces arbres étaient autrefois des amis de Sylvebarbe, qu'il avait connus depuis la noix ou le gland. Sylvebarbe s'en veut. Il a été oisif. Il faut maintenant que ça cesse. Il se redresse alors d'un mouvement brusque et se lève de son lit. Il tape sur la table avec force. Les vases de lumière tremblent et lancent des jets de flammes. « Je vais y mettre un terme, s'écrie-t-il, et vous allez venir avec moi. Vous pourriez être en mesure de m'aider. Ce faisant, vous aiderez aussi vos amis, car si personne n'arrête Saruman, le Rohan et le Gondor auront un adversaire derrière eux aussi bien que devant. Nos chemins mènent au même endroit, à Isengard. » Il s'avance à grands pas jusqu'à l'Arge et se tient quelque temps sur le rideau de pluie du ruisseau. Il reprend ses esprits et annonce qu'il s'est trop échauffé. Il regagne alors son lit et se recouche pour retomber dans le silence. Au bout d'un moment, les hobbits l'entendent murmurer, il semble compter sur ses doigts. Il compte en fait le nombre restant des premiers Ents qui arpentaient les bois avant l'obscurité. 3. Il en reste désormais 3. Lui-même, Fangorn, de son vrai nom, Finglas et Fladrif, appelé aussi Bouclefeuille et Porude. Mais Sylvebarbe n'a pas beaucoup d'espoir pour que ces derniers leur viennent en aide. En effet, Bouclefeuille est devenu somnolent, presque arborescent, pourrait-on dire. Il est d'ailleurs couvert d'une abondante chevelure de feuilles maintenant. Il avait coutume de se réveiller pendant l'hiver, mais ces dernières années, il est resté trop somnolent pour aller bien loin, même en cette saison. Porude, lui, habite sur les versants montagneux à l'ouest d'Isengard, mais
Il a été blessé par les orques, et bon nombre des siens et de ses bergers d'arbres ont été massacrés et détruits. Il s'est réfugié sur les hauteurs, parmi les bouleaux, et il refuse de descendre. Mais Sylvebarbe n'a pas perdu tout espoir pour autant. Il pense bien pouvoir rassembler un nombre convenable de jeunes gens si, du moins, il arrive à les réveiller. « Quel dommage que nous soyons si peu nombreux », conclut-il. Pipin s'étonne que les Ents soient si peu nombreux aussi. Il demande à Sylvebarbe s'il y a eu des décès massifs, mais Sylvebarbe rétorque qu'aucun arbre n'est mort de l'intérieur. Certains sont bien tombés sous le coup de la mauvaise fortune, mais plus encore sont devenus arborescents. Les Ents n'ont jamais été très nombreux, et leur nombre n'a jamais augmenté. Il n'y a pas eu d'Entiges, d'enfants Ents, depuis un grand nombre d'années. « C'est que vous voyez, nous avons perdu les Ents femmes, dit Sylvebarbe. »« Mais comme c'est triste, dit Pipin, comment se fait-il qu'elles soient toutes mortes ?»« Elles ne sont pas mortes, dit Sylvebarbe. Je n'ai jamais dit cela. Nous les avons perdues, et je dis, nous les avons perdues, et nous ne pouvons les retrouver. » Il soupire. « Oh, je croyais que la plupart des gens savaient cela. La quête des Ents pour retrouver les Ents femmes a été chantée par les elfes comme par les hommes de la forêt noire au Gondor. Ces chants ne peuvent être complètement oubliés. » Merry lui demande alors de lui en dire plus, ou de leur chanter une de ses chansons. Sylvebarbe accepte de leur expliquer, mais ce sera le dernier sujet de conversation pour ce soir. Il commence alors en expliquant que c'est une histoire assez étrange et plutôt triste. Quand le monde était jeune et les bois vastes et verts, les Ents et les Ents femmes marchaient ensemble et logeaient ensemble. Mais leur cœur et leur goût n'ont pas continué à évoluer de la même manière. Les Ents mâles aimaient les grands arbres et les bois sauvages et les pentes des hautes collines. Ils buvaient au torrent des montagnes et mangeaient uniquement les fruits que les arbres laissaient tomber sur leur route. Ils apprenaient également des elfes et conversaient avec les arbres. Les Ents femmes, elles, se consacraient aux arbustes et aux prés ensoleillés, passaient les pieds de la forêt. Elles aimaient la fleur de la pomme sauvage et la cerise au printemps, les herbes vertes des marécages en été et les épis chargés de graines dans les champs d'automne. Elles ne désiraient pas converser avec ces choses, mais elles voulaient que celles-ci les écoutent et qu'elles leur obéissent. Les Ents femmes leur demandaient de pousser selon leur bon vouloir et de porter des feuilles et des fruits à leur satisfaction, car les Ents femmes désiraient l'ordre, l'abondance et la paix. Ainsi, les Ents femmes cultivèrent des jardins pour y vivre. Les Ents mâles ne se rendaient au jardin que rarement, puis quand l'obscurité gagna le nord, les Ents femmes franchirent le grand fleuve, et elles plantèrent de nouveaux jardins et élaborèrent de nouveaux champs, et les Ents mâles les virent plus rarement. Donc en gros, elles ont passé l'Anduin, elles sont passées plus loin de l'Anduin, de l'autre côté. Elles transmirent leur savoir-faire aux hommes, pour qui les Ents mâles restaient une légende. Malheureusement, il y a longtemps, les Ents mâles traversèrent l'Anduin jusque dans le pays des Ents femelles, mais n'y trouvèrent qu'un désert. Tout était arraché et calciné, car la guerre avait balayé le pays. Mais les Ents femmes n'y étaient plus. Longtemps, les Ents mâles avaient appelé longuement, ils avaient cherché, mais nulle part, ils ne purent les trouver. Donc ça, je l'avais déjà expliqué quand en fait ils étaient passés à côté de ces champs bruns, comme on les appelle, ces terres brunes, quand ils étaient sur le bateau, quand la compagnie était encore au complet. Ils avaient vu ces terres dévastées, je l'avais expliqué, hein, donc ce sont des terres qui ont été dévastées par Sauron durant la dernière guerre de l'anneau, juste avant qu'il perde son pouvoir. Il avait dévasté ces champs pour ralentir en tout cas les armées de Gil-galad, précisément. Oui, et par rapport aux Ents femmes aussi, Tolkien n'a jamais expliqué ce qui leur était arrivé. Lui-même ne voulait pas le savoir, il préférait garder cela comme un mystère, même si dans une de ses lettres qu'on peut lire, il a dit que d'après lui, ce qui s'était certainement produit, c'est qu'elles avaient migré à l'est et qu'elles avaient installé leur petit jardin comme elles le souhaitaient, sauf qu'elles se sont fait toutes décimer et détruire lors de la guerre de la dernière alliance, donc juste avant que Sauron ne perde. Donc il n'y en a plus en fait. Elles ont vraiment disparu, ce qui serait malheureux. Mais... Ouais, c'est triste hein, comme histoire. Ce qui rend en fait le discours de Sylvebarbe encore plus tragique, parce qu'en fait lui il a encore cet espoir de les retrouver. Et il le dit. Ça va coïncider avec la disparition progressive de la magie dans l'univers de la Terre du Milieu. Hein. Après la fin de la guerre, les elfes vont partir, les Ents vont soit devenir arabesques, soit vont s'éteindre petit à petit. Il restera plus grand. Les magiciens sont partis. Ouais, tout à fait. Ah oui, ça s'appelle carrément The Brown Lands. Ouais, les terres brunes. Les terres brunes, vraiment. Je me dis, je vais regarder sur la carte, mais comment est-ce que je vais trouver ça? C'est bien écrit en grand, donc... juste en dessous de la forêt. De la forêt noire. Ouais.
Aujourd'hui, les Ent-femmes ne sont plus qu'un souvenir. Les elfes ont composé bien des chants sur la quête des Ents, dont certains ont passé dans la langue des hommes. Sylvebarbe ajoute qu'il croit que les Ent-mâles et les Ent-femmes finiront par se retrouver. Mais il est présagé qu'une telle chose n'arrivera pas avant que les deux parties n'aient perdu la totalité de ce qu'ils ont aujourd'hui. Mais il se peut bien que cette heure soit enfin venue, car si l'ennemi Sauron a détruit autrefois les jardins, il semble maintenant prêt à faire dépérir tous les bois. Sylvebarbe se rappelle un chant elfique qui en parlait. Il se met alors à chanter. Quand le printemps déplie la feuille et fait monter la sève, quand s'illumine le ruisseau et que le temps se lève, quand sur la montagne au grand air les pas se renouvellent, reviens à moi, dis que ma terre est belle. Quand naît le printemps dans le clos et les grains sur le blé, quand une floraison de neige embaume le verger, quand l'averse emplit le terreau d'une senteur nouvelle, je reste ici et ne viens pas puisque ma terre est belle. Quand l'été s'étend sur le monde et que midi chatoie, que l'arbre dort sous la ramée et ses rêves déploie, quand le vent m'arrive de l'ouest et souffle avec chaleur, reviens à moi, reviens et dis que ma terre est meilleure. Quand l'été réchauffe le fruit et fait rougir les rêles, quand la moisson arrive au bourg et quand coule le miel, que le vent m'arrive de l'ouest ou qu'il se tourne ailleurs, je reste ici sous le soleil car ma terre est meilleure. Quand s'abattra le rude hiver sur le dos des collines, quand le jour sera dévoré par la nuit assassine, quand de ma terre le vent d'est soufflera à l'encontre, au loin j'irai en t'appelant, j'irai à ta rencontre. L'hiver venu, le chant conclu, l'obscurité tombée. Brisée sera la branche nue, le labour achevé. Je chercherai et j'attendrai que nous nous retrouvions. Alors nous reprendrons la route et nous y marcherons. Tous deux nous prendrons le chemin qui mène à l'Occident, vers un pays où nous aurons chacun le cœur content. Il est maintenant temps de dormir, et après s'être étonné que les hobbits allaient dormir couchés, Sylvebarbe va se figer sous la pluie. Donc il a un lit, mais il ne dort pas dedans. Merry et Pipin montent sur le lit, et se pelotonnent dans l'herbe et les fougères moelleuses. La couche est fraîche, odorante et chaude. Les lumières s'éteignent et la lueur des arbres passe, mais dehors ils peuvent voir le vieux Sylvebarbe planté sous l'arche, immobile, les bras levés au-dessus de la tête. Les brillantes étoiles percent le ciel et font miroiter l'eau qui ruisselle sur ses doigts et sur sa tête, et qui dégoûte comme des milliers de perles d'argent à ses pieds. Prêtant l'oreille au tintement de l'eau, les hobbits s'endorment. Les hobbits se réveillent. Les On dirait une partie de loup-garou. Les hobbits se réveillent à la chaleur du soleil éclairant la grande cour. Quelques nuages subviennent tandis que Merry et Pipin se baignent dans le bassin, alors que Sylvebarbe, lui, reste invisible. Donc Sylvebarbe est couché en fait à ce moment-là, et quand il ne bouge pas, en fait, il se perd dans les arbres. Les entendant chanter, il les salua et leur annonce qu'ils allaient boire quelque chose avant d'aller à la chambre des Ents.
Le goût corsé et terreux du liquide, versé depuis une jarre de pierre, n'est pas le même que la liqueur de la veille, mais ceci dit, le liquide est fortifiant et nutritif. Les hobbits accompagnent ça avec un peu de lambasse, et ce, plus par envie de manger que par faim. Donc je suppose que l'eau qui a été versée, qui n'est plus la même liqueur que la veille, est finalement assez nourrissante, mais les hobbits ont évidemment besoin de quelque chose de dur. Sylvebarbe, lui, fredonne. La chambre des Ents n'est pas un lieu à proprement parler, mais une assemblée, qui n'a d'ailleurs pas eu lieu depuis très longtemps. Mais Barbe, pour les intimes, a reçu assez de réponses de ses pairs pour en faire une. Sylvebarbe porte les hobbits et les emmène à travers les bois. Ils sentent un moment cette sensation d'étouffement qu'ils ont eu la veille, mais cela passe très vite. Tout du long du trajet, Sylvebarbe fredonne. Boum, boum, dara, boum, boum. Et il semble que de temps en temps, un arbre ou quelque chose sous la terre lui répondait. Plus loin, Lent met ses mains en forme de tube et appelle d'un grand boum, hem. Et de nombreuses réponses lui reviennent. Les hobbits sont alors upgradés sur les épaules de leur ami arbre. C'est une très bonne compagnie, attention. Et ce dernier recommence son appel plusieurs fois, les réponses étant de plus en plus proches. Ils arrivent ensuite à un arbre semblant impénétrable. Les branches partent directement de la racine et les feuilles sont sombres et luisantes, comme le hou, mais sans épines. En longeant cette barrière naturelle, Sylvebarbe arrive à une étroite entrée. Ils entrent alors dans un vallon aussi rond qu'un bol, gazonné, serti de 3 bouleaux blancs. D'autres Ents sont déjà présents. À la surprise des hobbits, ces Ents sont totalement différents de Sylvebarbe. Les Ents étaient aussi différents entre eux qu'un autre arbre l'est d'un autre de même nom, mais qui n'a pas eu la même croissance et la même histoire. Certains sont vieux, barbus et noueux, d'autres semblent être un mélange de différentes espèces, d'autres sont bien découpés à la police. Ils sont déjà 2 douzaines sur le gazon alors qu'un nombre semblable est en chemin. Merry et Pipin furent d'abord frappés, surtout par la diversité qu'ils voyaient. Une fois rassemblés autour de Sylvebarbe, ils inclinent légèrement la tête et considèrent les invités avec une attention accrue. Et enfin, une lente conversation débute. Pipin suppose que tout se dit en entique et trouve cette langue très agréable. Mais la conversation semble prendre une éternité. Sylvebarbe se rend compte de l'inquiétude de Pipin et lui fait comprendre qu'il s'est pressé. Il lui annonce alors qu'il les a présentés à l'assemblée et qu'ils ont convenu qu'ils n'étaient pas des orques. Ils peuvent maintenant aller se balader dans le vallon, leur indiquant une source un peu plus bas où ils pourraient se rafraîchir. Les 2 hobbits s'inclinent profondément avant de s'en aller, ce qui ne manque pas de plaire aux différents Ents. Sur le chemin, les 2 hobbits discutent de leur emplacement possible, ne sachant pas où est l'Isengard. Merry pense reconnaître le Métédras, un sommet des montagnes de brume. Pour lui, l'Isengard est une sorte d'anneau de roche avec un espace plat à l'intérieur et une île ou un pilier de roche au centre appelé Orthanc. Un mur d'enceinte l'entoure et une rivière la traverse. Même s'il trouve les Ents lents et fatigués, il n'aimerait pas être de l'autre côté si ceux-ci venaient à se réveiller. Ils arrivent enfin à une petite source entourée d'herbes fraîches, agréables sous leurs pieds. Ils boivent un peu de cette eau claire, froide et piquante, avant de s'asseoir sur une pierre moussue. Et là, alors que le murmure des Ents se fait encore entendre, ils sont pris de nostalgie du visage et des voix de leurs compagnons. Après une courte pause dans l'assemblée, Sylvebarbe descend le chemin qui mène à eux. Il leur explique que, même si les choses avancent, il reste à faire. Expliquer les choses à qui il n'a pas pu voir avant l'assemblée ou ceux qui sont généralement loin de l'Isengard. Mais la prise de décision est souvent plus courte que la récapitulation chez les Ents. Il leur faudra malgré tout encore 2 jours. À ce moment-là, il leur présente alors Bregalad, un jeune Ent possédant une maison non loin d'ici. Ayant déjà pris sa décision, il ne doit pas rester. Sylvebarbe repart sur ses pas alors que Bregalad et les hobbits se toisent solennellement un instant. Il a sur les bras et jambes une peau lisse et luisante, et peut se courber comme un arbre élancé dans le vent. Vif Sorbier, de son nom de langue commune, les invite à aller se balader. Vif riait souvent. Il riait quand le soleil sortait de derrière un nuage, il riait quand il rencontrait un ruisseau ou une source, il se penchait alors et s'aspergeait d'eau ses pieds et sa tête. Il riait parfois à quelques sons ou murmures dans les arbres. Chaque fois qu'il voyait un sorbier, il s'arrêtait un moment, les bras étendus, et chantait en se balançant. Ça a l'air d'être un bon, celui-là. Rigole pour tout. Je voulais garder ce petit passage pour donner un peu l'image de notre petite Vif Sorbier, qui a l'air de, en effet, être... Et il a l'air très, très sympathique. Il me fait un peu penser au personnage dans La Cité de la Peur,
qui est joué par... comment s'appelle-t-il Ah oui, attends. L'ancien directeur de Canal+. Ouais. Oui. Ah, allez, mince, je l'ai plus. Quand je suis Je vois content, pas. je vomis. Oui, Des fois, quand je ris, je vomis. Ah oui, bien sûr. je Comment il retrouverai s'appelle pas le nom de l'acteur, mais... ça me reviendra plus Ah tard. si, c'est pas David. Attends. Enfin, soit, c'est pas important ici, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Le crossover entre les nuls et le Seigneur des Anneaux. On l'a fait. Le soir venu, ils vont ensemble à sa maison, qui n'est rien d'autre qu'une pierre moussue. Au loin, les voix dans l'assemblée résonnent encore. Brégalade explique, parlant tout bas, qu'il vient de la race des Porudes, dont le lieu de vie fut ravagé par des orques, d'où le choix rapide de Brégalade. Il chante les tristes récits de ses attaques alors que les hobbits s'endorment. Donc oui, voilà, on a parlé des Porudes juste avant, notamment l'ancien, et du coup les Porudes habitaient en fait juste à côté de l'Isengard, ce qui est probablement donc les premières portions de la forêt à avoir été attaquées et détruites. Et Brégalade a donc fui, il avait une belle maison là-bas, il a fui, d'où le fait que sa maison n'est qu'une petite pierre moussue sur un peu de gazon actuellement, et d'où le fait aussi que, en plus du fait d'être connu pour être assez hâtif, évidemment, pour lui c'est une évidence d'attaquer Isengard vu que toute sa maison a été détruite. Enfin, sa maison et... Je sais Et pas ses si on peut amis dire, aussi. oui, c'est ça. 2 jours calmes passent alors, où il reste autour de la maison de Vif, et enfin, dans un grand cri d'Ent, suivi de chants semblables à des tambours, les Ents arrivent. Brégalade attrape les hobbits et court vers le cortège avec en tête Sylvebarbe. Nous voici avec un grondement, nous voici enfin. Venez, joignez-vous à l'assemblée. Nous partons pour l'Isengard. Brégalade a les yeux brillants et bondit dans les rangs alors que les hobbits remontent sur les épaules de Sylvebarbe. Et il chevauche fièrement en tête de la compagnie, le cœur battant, le regard fier et le chant vaillant. Les Ents se sont décidés assez rapidement après tout, vous ne trouvez pas ? Rapidement ? Oui, assurément. Plus rapidement que je ne le pensais. En fait, il y a bien longtemps que je ne les ai vus se secouer ainsi. Allez-vous vraiment forcer les portes de l'Isengard ? Oh, enfin, nous le pourrions, vous savez. Après une bonne marche, ils arrivent rapidement sur un sommet, et leur regard plonge dans un puits sombre, la grande crevasse au bout des montagnes, Nan Guruni, la vallée de Saruman. La nuit s'étend sur l'Isengard. La dernière marche des Ents. Eh bien, Et c'est là allez, que voilà. se finit notre chapitre sur un suspense, comment on appelle ça ? Un cliffhanger. Un cliffhanger d'une attaque, sur... C'est fou comme ce chapitre, c'est le plus long, je pense, des 3 livres, et pourtant, ça va tellement plus vite, leur prise de décision pour aller en Isengard Ouais. que dans le film. Ouais, C'est c'est vrai. assez paradoxal. Voilà, Julien, c'est passé. Bah Le oui, chapitre qui t'avait traumatisé. il m'avait traumatisé, et franchement, je me trouve un peu ridicule d'en avoir fait des caisses dans plusieurs épisodes, parce que il est super ce chapitre, il est vraiment très cool. Le fait de le parcourir pour le podcast, c'est déjà une autre manière de le voir, et je l'ai déjà traversé 2-3 fois avant. Mais ouais, en fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce chapitre, un peu comme le chapitre que j'avais en tête sur la vieille forêt. En fait, j'ai un Ouais. problème avec les forêts. En fait, j'ai un Ouais. souci avec les forêts dans les livres. Celui-là aussi, je ne m'avais pas laissé un bon souvenir, et pourtant, il était très agréable. Et celui-ci, j'ai vraiment apprécié. J'avais oublié en fait que Sylvebarbe racontait énormément de choses sur l'univers, et je n'avais que retenu le fait qu'il durait longtemps, et les chansons aussi. Mais en fait, non, il est très intéressant, passionnant. Et ouais, il y a plein de petites choses qui permettent d'accrocher encore plus aux personnages et de les apprécier encore plus. Bah oui, j'avais dit que le fait de le décortiquer ici pour l'épisode, ça allait d'office nous le faire passer beaucoup mieux. Mais par contre, on a regardé avec Cyril, c'est vrai que c'est le plus gros chapitre du livre. Oui. Et je peux comprendre aussi, j'essaie de me trouver un peu des raisons pourquoi toi, et notamment moi, peut-être à moindre coût, mais j'ai aussi été un petit peu... j'ai un peu souffert de ce chapitre. Je crois que c'est juste, en fait, passer autant de temps sur la même chose. On a quand même je sais pas, dans le livre, ça doit faire une 40aine de pages. C'est ça. Qui sont en fait sur le même endroit, alors que d'habitude, même quand on est au même endroit, on bouge peut-être beaucoup plus. Quand on est dans la Lothlórien, on est à l'entrée de la Lothlórien, puis on a un nouveau personnage qui arrive, puis on arrive dans la cité, puis on rencontre
Celeborn et Galadriel. Donc évidemment, même si on est au même endroit pendant 1 ou 2 chapitres, il y a beaucoup de choses qui se passent, quoi. C'est un Alors peu une qu'ici- pause, hein, ce chapitre-ci, depuis tout ce qui s'est passé récemment, Ouais. entre la chute de Gandalf. Certes, en Lothlórien, on a pu un peu se calmer, mais on a découvert de nouveaux personnages. On a eu des indices sur ce qui allait se passer par la suite. Puis on a eu une brève confrontation avec un Nazgûl avant d'arriver à Amon Hen. On a eu la chute de Boromir, la poursuite de Merry et Pippin par Aragorn et Legolas. C'est vrai que ça Puis fait... ouais. le chapitre avec les Uruk-hai aussi, où c'est assez dense et ça va assez vite. Il se passe plein de petites choses en fait qui font avancer l'intrigue. Et là, on est à Fangorn. Pendant Ouais. un épisode, on Mais, se et en pose, plus, on apprend des choses, mais qui n'ont pas l'air d'être très... Je crois que c'est ça aussi, c'est que ça n'avait pas l'air de vraiment impacter la suite de l'histoire. On comprend qu'il va se passer quelque chose avec Saruman, mais c'était résumable en une seule page, et le reste, c'est juste... On souffle, on est avec Sylvebarbe, on va découvrir cette forêt, on va se rendre compte de toute l'immensité de la chose, et du temps aussi qu'il y a derrière ce personnage ancestral. Et je pense qu'il suffit en fait parce qu'évidemment si tu traverses le chapitre, je pense que ça passe relativement vite. Oui. Si t'es dans une grosse période, enfin tu vois, t'es dans le ton rush moment de la lecture. ouais c'est ça, voilà, t'es en vacances, j'en sais rien. Mais il suffit en fait d'avoir déjà lu 50 pages avant et du coup d'arrêter au début ou de le lire en 2-3 fois parce que tu lis quelques pages la semaine et tu dis waouh, mais ça fait combien de temps que je lis Ouais, c'est ça. ce chapitre, ça fait combien de temps que je suis dans cette forêt avec finalement 3 personnages. Donc ouais, il suffit de peu, je crois, pour avoir cette sensation. Évidemment, ici, quand on le décortique, comme à chaque fois, en fait, nous, on mange les informations, on va Mhm. même se renseigner en plus, et effectivement, c'était un super chapitre, quoi. Mhm. Donc voilà. Eh bien, avant de clôturer cet épisode, on a reçu une question, des questions d'un auditeur, Guillaume, qui nous a envoyé des questions, 3 questions d'ailleurs, et je me disais que c'était peut-être le moment d'y répondre. Alors, je ne sais pas si on aura les réponses pour toutes précisément, mais moi, nous permettront d'un peu discuter. Alors, Guillaume nous demandait, déjà il nous disait merci, qu'il avait découvert notre super podcast il y avait peu, qu'il les dévorait, dans l'ordre forcément. Alors merci Guillaume, ça fait plaisir. Et il nous demandait comment font les Nazgûl au début pour identifier Frodon et ainsi aller tenter de le retrouver. Il semble connaître son identité. Est-ce que parce que Saruman est déjà impliqué et qu'il a eu l'identité via Gandalf ? En fait, ça, tout simplement, je crois qu'on peut y répondre assez rapidement. Pourquoi est-ce que les Nazgûl savent que c'est un saquet qui a l'anneau ? C'est à cause de Gollum. C'est Gollum, Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est exprimé très clairement. Hein, donc c'est Gollum qui a été capturé par Sauron, qui a été torturé. Et comme Gollum savait que la personne qui lui avait volé son anneau, c'était Bilbon, saquet, De la comté. de la comté, eh bien il l'a donné à Sauron. Et quand Sauron a su que son anneau se trouvait probablement en comté et qu'il était possédé par un certain saquet, il a envoyé des Nazgûl. D'autant plus qu'il y avait un Nazgûl, comme on l'avait expliqué dans un des lointains chapitres. Il y a le Nazgûl qui était envoyé en fait en comté et qui rencontrait le père de Sam Gamgee et qui venait taper à la porte de Frodon. En fait, lui, c'était le Nazgûl qui avait le meilleur flair, on va dire, pour sentir la présence de l'anneau. Ok. C'était, Voilà. on va dire, son talent. On n'en connaît que 2. On connaît le roi sorcier et celui-là, dont j'oublie le nom maintenant tout de suite, mais qui, lui, avait ce talent d'arriver à pister l'anneau mieux que les autres. Bon, ça ne leur a pas beaucoup aidé, mais c'est lui qui est un peu plus proche. Et donc la deuxième question est un peu en lien, et je pense qu'on pourra y répondre en lien aussi. Il nous demande, n'est-ce pas un curieux hasard qu'ils viennent le chercher pile quand il s'en va ? Même raison, Gandalf pourrait avoir transmis à Saruman le projet d'aller détruire l'anneau, ce qui a précipité le fait d'aller tenter de le récupérer. Alors non, parce que je ne pense pas que Gandalf ait déjà été chez Saruman au moment où les Nazgûl se mettent en route. Et quand bien même il y serait, il n'a pas encore en tête l'idée de le détruire. Ce Ouais. n'est qu'au Conseil d'Elrond qu'ils vont Tout à fait. vraiment finaliser cette décision. Et d'autant plus que même s'il l'avait su, jamais Gandalf n'aurait révélé une telle information, car si Sauron ou Saruman avait su que le projet était de détruire l'anneau, jamais personne n'aurait pu pénétrer au Mordor. Ouais. Toutes Après, les entrées auraient été gardées aurait- et blindées. Il aurait pu le dire à Saruman tout autant qu'il a parlé. Oui, mais le truc c'est que Mais par il contre, va chez Saruman après que Frodon ait quitté la comté, il me semble. oui, mais Donc- enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il a encore confiance en Saruman. bien mais de sûr. toute façon, Saruman n'est pas le maître des Nazgûl, donc Non. dans tous les cas. mais- c'est- Non, les c'est Nazgûl pas lui qui n'obéissent aurait qu'à pu- Sauron, Non, donc mais ça même- n'aurait pas... Non, mais même comme dit Julien, c'est vrai que Gandalf n'avait même pas le projet de détruire l'anneau à ce moment-là. Chose Et, d'ailleurs, j'y referai mention dans le chapitre suivant sur le Cavalier Ok. Blanc. Et du coup, mais par rapport du coup au hasard du fait que les Nazgûl arrivent au moment où Frodon s'en va,
C'est la narration. C'est la narration, tout simplement. C'est pour donner cette petite tension en plus pour pousser nos héros à avancer un peu plus vite et savoir qu'il y a un danger qui les poursuit, parce que sans ça, on pourrait les faire aller tellement lentement jusqu'à Brie. Oui, ça pourrait traîner, il n'y aurait pas de danger en fait. Et puis c'est ce qui devrait se passer normalement, c'est juste que Fleur de Beurre n'a pas envoyé... Poire de Beurre. Ils auraient dû partir beaucoup plus tôt. N'a pas envoyé, donc c'est pour ça qu'ils ont pris l'été, qu'ils ont pris un mois de plus. Donc, et que tout s'accélère. À côté de ça, dans l'univers, tout s'accélère à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'il y a une petite coïncidence, et en même temps, voilà, tout joue à un mois et demi à ce moment-là. Tout commence à se... Oui, en fait, c'est ça la vraie raison, c'est ce que tu viens d'évoquer. C'est parce que Poire de Beurre, donc l'aubergiste de Brie, n'a pas transmis le message de Gandalf indiquant à Frodon quand partir. Et pourquoi c'est ainsi ? Parce que Tolkien a voulu l'écrire comme ça, parce que ça permettait d'avoir après, c'est vrai que ça rentre dans la danger derrière. Et en même temps, le nombre de choses qu'il y a comme ça dans l'histoire, la vraie, la nôtre, enfin la vraie, on sait que c'est notre vraie histoire aussi, c'est du passé tout ça. Mais que le nombre de fois où l'histoire est passée à un doigt de se planter, notamment la guerre 40-45, est remplie d'anecdotes dans le genre. Donc moi je trouve que ça fonctionne. Mais donc il n'y a pas de raison particulière en tout cas, Guillaume, par rapport à ça. Et pour Gandalf n'a jamais trahi. Rappeler, donc c'est donc Gollum qui a donné la position potentielle de l'anneau à Sauron. Et dernière question, il nous demande enfin que sont devenus les anneaux de pouvoir autres que l'anneau unique. Il me semble que les anneaux pour les hommes ne sont pas clairement mentionnés. En outre, comment ont-ils été donnés par Sauron à l'origine ? Genre cadeau, c'est magique, ne vous inquiétez pas. Alors, à la base, c'était plus ou moins ça. Dans tous les cas, c'était cadeau, c'est magique, ne vous inquiétez pas. Oui, c'était surtout ne vous inquiétez pas, c'est prenez-les parce que vous allez devenir encore plus puissant, encore moins mortel, plus illustre, et vous allez vos noms vont rester gravés dans la mémoire. Et au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ils ont sombré sous son joug, et on n'a plus le nom. On ne sait plus qui étaient ces rois à qui avait été donné ces anneaux de pouvoir. On sait qu'il y a genre 2 Numénoréens ou 3, un oriental, voilà, pour les hommes en tout cas. Mais on ne connaît pas leur nom exact. Qui les a reçus. Alors déjà aussi, pour faire un petit récap, pour les elfes, on sait qu'ils les ont reçus et on sait qu'ils ont été forgés différemment, même s'ils sont liés à l'anneau. À la fin. Donc, et plus dans la présence de Sauron. Et pas dans la présence de Sauron, enfin c'est ça que je voulais dire par différemment. Et du coup, ils ont leur pouvoir à eux. Et il reste donc les 9 anneaux humains et les 7 anneaux nains. Et ces anneaux, donc, pour rappel, avaient donc des effets complètement différents. Pas parce que ces anneaux étaient spécialement différents. Je pense qu'on pourrait considérer que c'est les mêmes, ou alors qu'ils étaient 7 anneaux de nains, 7 anneaux d'hommes. Mais c'est surtout par rapport aux races, en fait, que les différences se sont faites. Et les nains, notamment, en fait, les effets ont été plutôt de les rendre cupides et avares, jusqu'à généralement les rendre fous. Et plus égocentrés aussi, ils se sont refermés sur eux-mêmes. Ouais, voilà. En tout cas, les rois, et donc qui ont emmené leur peuple avec dans cette espèce de descente aux enfers, entre gros guillemets. Et donc, je sais que certains de ces anneaux ont été récupérés par Sauron, d'autres ont disparu, avalés par les dragons, ou complètement perdus. Tror, ou le grand-père du personnage dans le Hobbit, il y a eu Train, il y a eu Tror, Train. Ouais. Donc il a perdu son anneau dans la Moria, ou du moins on a été le rechercher. Enfin, soit, tiens. Et est-ce qu'on sait les noms des 7 nains qui ont reçu ou pas les 7, je sais pas, mais en tout cas, il y a Train. C'est une incroyable saga, mais il y a beaucoup de noms. Ne nous en voulez pas de parfois. Oublier même des noms de rois et de dynasties qu'on connaît bien. Mais... En tout cas, les hommes, on n'a pas les noms des hommes, ça c'est attesté. Et pour te répondre par rapport à ce qu'ils sont devenus, en tout cas sur les hommes, on sait ce que sont devenus les rois hommes, ce sont devenus les Nazgûl. Ici, on a vraiment les exemples concrets de ce que ça a fait advenir aux hommes. Ça les a vraiment corrompus et mis sous le joug de Sauron. Alors, pour ce qui est des anneaux précisément, en fait, il y a eu 2 versions par Tolkien. La première, et qui est en fait dans le livre, en tout cas lors du conseil, Gandalf parle des anneaux, parle des Nazgûl en disant qu'ils gardent les anneaux. Donc en fait, visiblement, quand Tolkien a écrit ça, il considérait que les anneaux étaient encore au doigt des Nazgûl. Sauf que il est revenu là-dessus plus tard, puisqu'en fait, par la suite, on ne dira plus jamais que les Nazgûl possèdent les anneaux, mais on considérera qu'ils ont été récupérés par Sauron. Voilà, les hommes ayant été complètement corrompus, et sont de toute façon sous le joug de Sauron, ils n'ont plus besoin d'avoir l'anneau pour être pris, sous le contrôle de Sauron. Ils sont passés dans le monde des ombres, en fait, c'est ça. C'est fini, donc en fait les anneaux auraient été récupérés par Sauron et se trouveraient probablement en Mordor, et donc seraient détruits au moment où Sauron est détruit, tout simplement. C'est d'ailleurs ce que projetait Sauron en fait avec les nains. Je
Revérifier. Je revérifiais, merci cette information. Donc c'est bien à Tror et puis à Train 2 qu'ont été transmis cet anneau. Ils se le sont légués. En fait, de base, les nains, en tout cas ces nains-ci dont je parle, pensaient que l'anneau venait de Celebrimbor et non de Sauron. Ce qui a fait qu'ils ont fait confiance, puis ils se sont rendus compte que c'était à Sauron. Et ils se sont dit, bon, ok, on verra bien. Et en fait, non, ça n'a pas été en leur faveur. Mais oui, en fait, Sauron escomptait qu'avec ces anneaux, les effets seraient les mêmes que chez les hommes, à savoir de les rendre invisibles, de les faire passer dans le monde des morts, etc. Et de les mettre sous leur joug. Mais en fait, les nains sont beaucoup plus résistants que les hommes, déjà par leur longévité, comme on le sait, mais aussi aux effets de l'anneau. Et donc, comme tu disais, ça n'a fait que renforcer leur cupidité. Et ils n'ont pas été dans le monde des ombres comme les hommes qui sont devenus des Nazgûl. Ils ont juste sombré dans leur cupidité. Et ça a contrecarré les plans de Sauron qui pensaient pouvoir dominer le peuple des nains, ce qui leur aurait aidé dans sa guerre et dans sa domination du monde. Mais au final, ça a quand même pu l'aider, notamment la cupidité, le fait qu'il y a eu ces histoires avec les dragons, que ça a fait un peu disparaître en fait de la terre les nains et qu'ils se sont reclus. Ça enlevait, on va dire, potentiellement un adversaire du plateau pour lui. Donc, désolé pour cette réponse un peu décousue, mais on réfléchit en parlant. Mais donc, pour résumer, donc Sauron a construit ses anneaux d'abord en la présence des elfes. Hein. Il les a construits avec Celebrimbor, où en fait, il était à ce moment-là, il avait une forme d'elfe très beau, magnifique et séducteur. Et il les a construit avec lui, il a pu donc insuffler dans les anneaux nains et hommes une énorme partie de son pouvoir. C'est pour ça que ceux-là ont un pouvoir si grand et qu'il a un contrôle si grand sur eux. Puis il s'est fait démasquer, il a donc été chassé des elfes et les anneaux elfiques ont été construits sans lui. Et donc il n'a pas un contrôle aussi grand sur eux. Les anneaux nains ont été donnés à un nain qui étaient trop résistants pour tomber dans le monde des ombres. Quels sont devenus les anneaux, on ne sait pas tellement. Ils ont été perdus dans les profondeurs, détruits non. En tout cas gardés cupidement par, à mon avis, des nains et donc cachés ou peut-être détruits par des dragons, qui sait. Oui, mais il a dit qu'il en a récupéré quelques-uns, donc il y a vraiment un peu de tout, quoi. Mais on ne sait pas précisément. Et pour les hommes, c'est devenu les Nazgûl et les 9 anneaux hommes sont probablement retournés dans la possession de Sauron. Et puis il a forgé l'anneau unique pour les dominer tous, même ceux des elfes qui n'avaient pas. Auquel il n'avait pas participé. Mais du coup, à la forge. Quand même à avoir il n'arrive pas à avoir le même contrôle sur celui des elfes malgré son anneau. C'est pour ça que s'il récupérait son anneau, je vais y arriver aujourd'hui, il aurait quand même le contrôle sur les elfes, car là maintenant c'est jackpot, quoi. Là c'est bon. Ouais. Voilà, en tout cas, merci pour tes questions. N'hésitez pas à nous poser d'autres questions par mail ou sur Instagram si vous y pensez. On fera un plaisir d'en parler lors des prochaines émissions. Et alors, petite mention spéciale aussi pour Yulen, qui nous avait précisé que ça se prononçait comme Yulen, qui nous avait aussi envoyé plusieurs mails pour faire des remarques. Et dernièrement, il me faisait une remarque qu'il disait, parce qu'on disait lors du conseil d'Elrond que Boromir n'aurait pas dû aller à Foncombe puisque c'est Faramir qui avait les visions et donc il avait été envoyé pour protéger son frère, etc. Mais Yulen nous faisait remarquer qu'en fait Boromir avait quand même eu une fois une vision, malgré le fait que c'est Faramir qui avait la plupart des visions. Boromir il l'a même eu en premier, je pense. Et donc il était au final aussi légitime. Voilà, il voulait nous revoir un peu là-dessus. Mais tu as tout à fait raison, Yulen, c'est une vraie précision. Donc voilà, finalement... Voilà, Boromir est aussi légitime d'y aller. En tout cas, voilà, nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Comme je le rappelle, n'hésitez pas à nous envoyer d'autres questions comme ça si vous voulez qu'on en discute lors des épisodes. N'hésitez pas à nous laisser une note sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur Instagram ou Facebook, à vous abonner sur les plateformes de podcast et à nous noter. En tout cas, on espère... À manger 5 fruits et légumes par jour et boire 2 litres d'eau. Et pas trop sucré, voilà. Et un peu de lambasse aussi. Et un peu de lambasse. Et un peu de liqueur. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, pour tous les messages qu'on reçoit qui nous font vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui nous écoutent tous les jours, qui nous disent qu'ils lisent les livres et puis qui nous écoutent, c'est vraiment super pour nous. Qui attendent le lundi matin pour écouter dans le trajet, pour aller au travail ou aller à l'école. Ou le dimanche. Au papa de Cyril et à sa famille pour tout son aide. Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on ferait une dédicace à ton papa. Voilà. Merci pour le compresseur. Voilà. En tout cas, voilà, merci à tout le monde, à tous les auditeurs et auditrices. Et on espère vous retrouver la semaine prochaine. On retrouvera nos fameux héros Gimli, Aragorn et Legolas pour une nouvelle aventure. Et un mystérieux cavalier blanc. Un certain, peut-être Saruman. Qui sait, je ne sais pas. Je sais pas, on sait pas. En tout cas, passez une excellente semaine. Je sais pas. Encore un joyeux anniversaire, Julien. Merci, encore un joyeux anniversaire, Cyril. Et à la semaine prochaine. Moi, je sais pas. À la semaine prochaine. Allez, ciao.